cette question-là. Finalement, j'ai pris l'exemple de la catastrophe de la Covid, mais c'est aussi l'évolution peut-être des nouvelles générations, des nouvelles manières d'avoir envie de se former à tous les âges de la vie. Et comment finalement, est-ce qu'on peut réinventer la formation, tout simplement? Bon, ben, déjà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et puis, ben, merci aux participants de la table ronde sur l'innovation responsable. C'était passionnant, comme toujours. Alors, la pédagogie, la transition pédagogique avec la question des jeunes générations. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en fait, la crise climatique et la crise sanitaire, eh bien, en fait, entraînent une véritable transition pédagogique sur différents aspects. Et puis, je vais essayer donc de partager mes réflexions et nos actions au niveau finalement pédagogique avec vous. Alors tout d'abord, on peut dire que la crise climatique a pris un tournant décisif avec le phénomène Greta que nous avons connu l'an dernier et la révolte, entre guillemets, de jeunes générations pour finalement préserver la planète. Ce phénomène a finalement accéléré la prise en compte par l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, la prise en compte donc des questions écologiques, des questions du développement durable. Et en fait, ils ont commencé à prendre conscience, ces établissements, ces universités, eh bien, qu'il ne s'agissait pas uniquement de créer telle formation spécialisée en master sur le développement durable, mais qu'il devenait indispensable, en fait, d'intégrer ces dimensions et plus largement les 17 objectifs du développement durable eh bien, dans l'ensemble des cursus. Et cela, eh bien, ça a été véritablement mis en avant lors du Shift Project. Le Shift Project, en fait, c'est une association française qui a fait un rapport il y a à peu près un an et demi, qui pointait du doigt eh bien, l'absence d'intégration de ces préoccupations dans la plupart des formations d'enseignement supérieur. Cela a eu un rebond puisque ça a coïncidé avec le phénomène Greta et donc tous les jeunes qui commençaient à poser des véritables questions dans les établissements. Écrire un livre d'enseignement supérieur. Je crois que quelqu'un parle en même temps. Oui, attention, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Merci de. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, prise de conscience et l'ensemble donc du monde universitaire commence à trouver des solutions pour intégrer rapidement ces dimensions. Alors, ça passe par quoi? Je vais vous donner l'exemple de ce que nous mettons en place au niveau de toutes les écoles d'INSECU. Donc, en première année, nous avons décidé qu'à partir de l'an prochain, il y aura un cours commun online intitulé Sustainable Future Studies pour bien mettre en avant l'ensemble des enjeux du développement durable, du point de vue sociétal, du point de vue écologique et en fait des enjeux aussi en termes de création d'entreprises, en termes d'innovation, puisqu'il ne s'agit pas d'angoisser nos étudiants, mais plutôt de les mobiliser pour trouver des solutions. En dernière année de master, l'idée d'avoir un cours globalisé multicampus en présentiel et en synchrone autour du management responsable des transitions. Donc, vous voyez, nous sommes au plein cœur du sujet. Et puis, nous mettons en place aussi une certification commune avec Orange sur écologie et digital, puisque il s'agit pour nos jeunes générations de digital natives, comme on dit, qui ont le sentiment d'être très écologistes, mais en fait, leur utilisation du digital, eh bien, pose aussi des vraies questions en termes d'impact écologique et donc il s'agit aussi de les faire réfléchir sur ces nouvelles technologies qu'ils utilisent en permanence. Donc la formation à la recherche aussi est impactée par ces dimensions puisqu'on parle de plus en plus de recherche responsable. Donc il s'agit aussi d'intégrer dans l'ensemble des programmes doctoraux ces questionnements sur les aspects écologiques, sur les impacts sociétaux. Bon, voilà, donc vaste programme. Il y a une autre question aussi que ces crises ont mis en avant, c'est le rôle des citoyens dans les décisions.
les citoyens donc, sont passés dans le vent de la scène avec la crise sanitaire, avec la crise écologique, puisqu'on voit bien que face à la situation d'incertitude, même scientifique, de complexité, eh bien, la science et les politiques eh bien, ont de moins en moins la confiance des citoyens. Donc, cela implique de prendre en compte, en fait, à la fois des compétences scientifiques dans nos formations, parce que si l'on parle de sciences citoyennes, hein, c'est ce dont on parle de plus en plus, il faut bien que nos citoyens soient formés à la science. Sinon, on va aller vers une... si on continue à former uniquement des élites à la science, et que l'on parle de sciences citoyennes et que l'on parle de gouvernance participative pour ces questions, eh bien, on va être condamné à la course aux fake news et même au complotisme. Donc, il est important aussi que la pédagogie, pour l'ensemble des programmes, même pour les artistes, même pour les littéraires, eh bien, acquérir une culture scientifique. Enfin, et c'est le plus important, avec la crise du Covid, eh bien, c'est tout le contenu, bien sûr, pédagogique qui doit être revu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce sont aussi les modalités pédagogiques qui changent et les espaces pédagogiques. On peut dire que, de ce point de vue, la pédagogie est une véritable révolution. Avant le Covid, donc on va faire 3, hein, avant le Covid, eh bien, l'apprentissage se fait sur le campus. L'ancrage est physique et cet ancrage physique est indispensable finalement aux transmissions, à la connaissance, aux compétences. Et pour cela, eh bien, on va avoir une véritable rupture pendant toute la phase du Covid, puisque le campus physique est plus disponible. Donc, tout s'arrête et tout va se faire à distance. Tout est digitalisé. L'apprentissage, donc, eh bien, ne dépend plus à ce moment-là d'un espace physique, et même toutes les valeurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont remises en cause. Le sentiment d'appartenance, d'identité devient de plus en plus difficile à distance. Les expériences sociales, personnelles et académiques de l'étudiant qui se font en général sur le campus, eh bien, au moment du Covid, eh bien, c'est terminé et nous en sommes encore à ce stade-là aujourd'hui. Donc, on a le sentiment que finalement, la pédagogie va être très dégradée pendant cette période. Mais en réalité, il faut voir le bon côté des choses, c'est-à-dire que nous avons la chance finalement de pouvoir remettre en question et de pouvoir changer rapidement cette pédagogie qui était devenue obsolète par rapport à la jeune génération et par rapport aux enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'après-Covid, qui est la troisième phase, en fait, devrait ouvrir une ère nouvelle pour la pédagogie, celle de l'élargissement de la notion de campus avec donc des apprentissages hybrides, comme on le dit, des espaces d'enseignement qui sont à la fois en présentiel sur le campus, mais aussi complètement hors du campus. Donc, nous avons là finalement un élargissement des possibles pour l'apprentissage, et nous avons aussi la possibilité d'avoir davantage de diversification dans les échanges entre l'enseignant et l'élève et entre les élèves. Et c'est-à-dire que l'on peut, grâce à cette nouvelle pédagogie qui utilise les modes digitaux, eh bien, nous pouvons mettre en place le principe anglo-saxon de pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'en fait, l'élève suit à la maison les cours théoriques et va pouvoir, après le Covid, eh bien, revenir en classe sur le campus pour pouvoir partager, pour pouvoir créer, pour pouvoir finalement collaborer et consolider eh bien, ses compétences, ses connaissances. En poussant plus loin cette logique, eh bien, en fait, on peut aussi dire qu'on va aboutir à un apprentissage modulaire, avec des cours qui seront totalement digitalisés et cela aura deux effets. Une flexibilisation qui permettra à des étudiants qui n'auraient pas pu faire d'études eh bien de combiner leurs études avec d'autres activités. Le travail, des startups, par exemple, la création de startups, le sport, eh bien, être support de famille aussi, des doubles cursus. Mais cela permettra aussi une formation sur mesure, en choisissant des blocs, des modules
finalement, eh bien, l'étudiant de demain pourra choisir finalement de se former par ECTS, par bloc de compétences, et pourra finalement eh bien, un parcours, un parcours de formation, mais bien évidemment, cela ne pourra fonctionner correctement que si l'étudiant est correctement accompagné. C'est-à-dire que là, notre rôle d'enseignant, notre rôle en tant qu'établissement d'enseignement supérieur doit aussi évoluer. Nous devons nous différencier, et ça c'est le véritable enjeu, des fournisseurs de cours online, des purs des digital players, comme on dit. Sinon, nous allons disparaître, et sinon, on pourra dire que nous aurons cette transition, car notre rôle est immense. Il faut absolument que nous soyons capables d'accompagner l'étudiant dans ses choix, et nous devons aussi l'amener à des réflexions qui sont au cœur de l'enseignement supérieur et de la recherche, les résolutions de problèmes, la communication, les perspectives globales, une intelligence émotionnelle, l'entrepreneuriat, l'apprentissage tout au long de la vie. Et cela, les pure players ne peuvent pas le faire. Ce sont uniquement les pédagogues, au sens noble du terme, les enseignants et les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, les universités, qui peuvent finalement réussir ce défi. Donc on peut dire que le digital devient l'outil de l'innovation pédagogique qui va démultiplier les modalités, les canaux d'apprentissage au service du projet pédagogique. Et en fait, c'est l'écosystème d'apprentissage qui devient disruptif de ce point de vue. Pour ce faire, il faut que les enseignants et le staff de tous les établissements d'enseignement supérieur de recherche, des universités, eh bien, soient formés pour ne pas être passifs par rapport à la technologie digitale. Et on voit bien que, effectivement, pendant la phase Covid, eh bien, on a des enseignants qui se sont retrouvés complètement seuls face à cette question, notamment dans beaucoup d'universités. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a une phase de transition et que le travail de l'enseignant pendant cette transition va se retrouver important que par le passé, et il faut en tenir compte, car sinon on peut aussi aboutir à des problèmes sociaux, parce que les enseignants peuvent à un moment donné ne plus pouvoir suivre ces enjeux ces enjeux de transition de leur métier. Donc on peut dire que créer une classe dans ce nouveau contexte, cela va devenir une responsabilité partagée entre l'enseignant et l'enseigné. Et en fait, toute la richesse collaborative permise par le digital pourra être utilisée à bon escient sous les conditions que j'ai données tout à l'heure. L'étudiant, dans ce contexte, n'est plus passif, lui non plus. L'étudiant, il doit préparer son cours en amont. Il doit en fait arriver dans la classe présentielle, dans les moments qui seront présentiels, c'est-à-dire considérer qu'il y aura 2 jours de travail à la maison, 3 jours de présentiel, ou peu importe. Pendant cette présence, l'étudiant va devoir avoir une attitude totalement nouvelle, c'est-à-dire ne plus être passif, il devient actif de sa formation. Donc, il y a nécessité d'un investissement entre les 2 parties, que ce soit l'étudiant, que ce soit l'enseignant. Et cette transition, finalement, on peut dire qu'elle va appeler à un nouveau contrat pédagogique entre l'enseignant et l'étudiant. Et c'est cela que nous devons construire, avec aussi des innovations qui doivent toucher les espaces d'apprentissage. Vous voyez bien que après le Covid, si nous revenons dans des amphis avec le professeur qui reprendra ses vieilles habitudes de parler et de l'étudiant qui écoute, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que la transition que nous avons vécue appelle donc aussi une rupture dans les espaces d'apprentissage, à tel point qu'il y a de plus en plus de colloques sur cette question-là, et beaucoup d'universités
ont investi au niveau international pendant toute la phase de confinement. Là, eh bien, ils ont investi dans un réaménagement total de leurs locaux pour avoir donc des petites salles, plus de salles en fait, hein, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'espaces collaboratifs ouverts où les étudiants eh bien, peuvent se rencontrer, peuvent même suivre les uns à côté des autres un cours online, chacun à leur rythme, en discuter. Et à ce moment-là, on a vraiment ce qu'on appelle des espaces d'apprentissage collaboratif et complètement à la pointe du digital. Alors, pour relever ce défi, nous avons décidé au niveau d'INSECU de créer un nouveau laboratoire expérimental que nous appelons Disruptive Learning Pathway, un laboratoire qui va être transversal et qui va proposer des projets éphémères avec des enseignants-chercheurs et des enseignants du groupe et des étudiants pour pouvoir donc réfléchir, avancer, innover sur toutes ces questions, et aussi une chaire multidisciplinaire sur les transitions, puisqu'on voit bien que là, le rôle de la recherche va être indispensable pour pouvoir faire avancer la pédagogie. Et donc, nous avons aussi un rôle important à ce niveau-là. Et dans ce cadre, eh bien, je peux déjà dire que nous allons avoir une prochaine rencontre le 4 février prochain autour de ces questions. Donc, comment finalement la technologie va affecter les façons d'enseigner sur les différents modes donc d'apprentissage, sur les campus intelligents et sur aussi le changement de management nécessaire dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Parce que évidemment, si l'on veut réussir ces défis, eh bien, il y a aussi le management des enseignements supérieurs et de recherche qui donc sont en jeu. Voilà, donc je vous invite aussi à suivre prochainement cet événement. Et en conclusion, eh bien, je pense que pour la transition pédagogique, nous pouvons méditer sur cette phrase de Churchill. Je cite, « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ». Voilà, merci. Belle chute, Sylvie. Merci beaucoup. Et je voyais l'une de nos collègues de l'ESCP tout à fait abonder dans ton sens. Et je garderai juste cette notion de coopération dont tu as parlé et du fait que souvent on est droit et devoir et finalement cette notion de contrat, c'est une vieille histoire, hein, le contrat, c'est Tocqueville, c'est tout ça. Peut-être que c'est ça, c'est quel contrat s'établissent entre ceux qui enseignent et ceux qui apprennent et comment finalement les uns apprennent aussi aux autres, mais que quand même les choses aussi restent et que chacun a du boulot à faire et pas juste d'un côté. Chacun parfois pensant que c'est à l'autre de faire le boulot, mais ça c'est plus que dans l'enseignement, c'est aussi la société. Voilà. Alors, merci vraiment pour cet apport et j'ai demandé à Daniela Tchana de nous dire, elle, de son regard, de son initiative aussi, qu'elle nous raconte un petit peu d'où elle vient et pourquoi BeSmart-Edu. On vous attend vraiment beaucoup sur cette problématique-là et merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Merci Serge, merci Sylvie pour cette belle exposition en fait de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire. Donc je suis Daniela Tchana, je suis docteur en mécanique et matériaux, mais je suis également cofondatrice et CEO de la start-up BeSmart-Edu, qui se veut être la première classe préparatoire scientifique à distance. Donc aujourd'hui, on a lancé le concept depuis 2017 où on veut aujourd'hui permettre aux jeunes issus de régions, de quartiers, d'intégrer les grandes écoles d'élite françaises où ils sont en ce moment très peu représentés. Et dernièrement, il y a des chiffres qui sont sortis montrant en fait le manque de jeunes boursiers dans les écoles, par exemple, d'ingénieurs, ce qui est assez choquant. Et nous, on a décidé d'opter pour un modèle qui n'était pas très accepté encore en France dans les années, je peux dire il y a de cela 2 ou 3 ans, à savoir le concept complètement dématérialisé, des cours complètement à distance. Et bon, avec la crise actuelle, cela a en fait ouvert l'esprit, a éduqué en fait notre population, a permis que les gens puissent se rendre compte qu'on était dans un système éducatif très standardisé
Et ça se comprend, cela a été initié dans le but de pallier à la variabilité de la qualité de formation développée. On ne voulait pas trop de changements sur cet aspect, mais le virage vers cette formation à distance, en fait, a été très accéléré avec la Covid. Et cette crise a montré, comme Sylvie l'a si bien expliqué, un besoin urgent de renouveler les pratiques. Et c'est cette initiative, en fait, que nous l'avons senti, mais nous n'avons pas eu la démarche voilà, qui a été impulsée par une crise sanitaire. Notre but, c'était de pouvoir vraiment briser les frontières géographiques parfois qui empêchent certains étudiants en France de pouvoir se retrouver dans de grandes écoles, subir des formations de qualité, pouvoir en fait se préparer à des concours d'élite. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en fait enlever ce frein, déjà ce premier frein géographique où on est contraint d'évoluer uniquement dans sa région et en fonction d'où on est né, on ne peut pas avoir les mêmes chances d'accéder à ces grandes écoles. Et donc, pour nous, le distanciel était l'une des solutions très importantes. Mais il faut savoir également qu'il y a ce côté de personnalisation de l'apprentissage. Parce que dans la transition pédagogique, il y a aussi ce côté prendre en charge tout type d'étudiants. Essayer de faire en sorte que l'étudiant puisse évoluer avec ses propres compétences. Il y a Sylvie qui a parlé en fait du choix que demain on pourra permettre à un étudiant d'avoir, à savoir se former en fonction des compétences au lieu de se former suivant un parcours imposé, un parcours général imposé parfois qui ne mène pas l'étudiant à la fin à une qualification précise. Et donc, le but de pouvoir aussi migrer vers des solutions digital, en fait, c'est de pouvoir permettre à des jeunes de faire un apprentissage qu'on appelle de l'apprentissage personnalisé, de l'adaptive learning. Et donc, ce sont toutes ces démarches, en fait, qu'on a développées au sein de Bismarck Edu, au sein de notre classe préparatoire complètement dématérialisée, où on a voulu reproduire et recréer l'interactivité qu'une vraie salle de classe en présentiel. On a voulu donner à l'étudiant cette capacité de pouvoir apprendre selon le format qui l'intéresse. Il faut savoir aujourd'hui qu'on parle beaucoup du format à distance, mais ce format n'est pas forcément adapté à tous les étudiants. Et ça, il faut en tenir compte. Et il faut aussi savoir que si on a un format complètement à distance en face des professeurs qui ne sont pas formés qui ne sont pas formés à utiliser ces outils, qui ne sont pas formés à savoir comment manier, utiliser ces outils pour rendre l'apprentissage assez interactif, moins monotone, bah, en fait, cela ne produira que chaos et ne conduira qu'à un échec. Et on va se rendre compte qu'on aura un décrochage un peu plus poussé pour des élèves qui n'auront pas été formés, à ces outils, ou bien on n'aura pas des professeurs adaptés à cette nouvelle plateforme. Donc, la transition sera à toute échelle. On se rend compte qu'il y aura une transition tant sur le plan de l'accompagnement des enseignants, à cette nouvelle approche pédagogique, mais également sur les étudiants qui, eux, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une génération très connectée, mais qui ont besoin de retrouver l'humain, de retrouver de l'attention, en fait, d'être assez attentif lors des cours. Moi, j'ai eu à discuter avec des collègues qui nous expliquaient un tout petit peu comment eux, ils font des cours aujourd'hui à distance. J'imagine parmi vous, il y en a plusieurs. Vous vous retrouvez en face des étudiants où vous avez un PowerPoint que vous défilez. Vous avez parfois un silence radio pendant 30 minutes parce que le cours n'est pas assez interactif. Vous êtes toute seule face à un PowerPoint, un PDF que vous êtes en train de défiler, en train de parler. Franchement, ce n'est pas ce type de transition. Ce type de transition que nous avons besoin pour pouvoir résoudre le problème actuel qui se pose. Donc, un bon cours à distance nécessite déjà une bonne préparation et il faut comprendre que les étudiants aujourd'hui montrent un trouble d'attention très élevé. Donc, il y a besoin vraiment de captiver cette attention des élèves et ce n'est pas évident si à l'avance on ne prend pas le temps de comprendre quel format sera adapté à nos cours. On ne peut pas donner un cours de sciences comme on donne un cours de philosophie. Et c'est important également qu'on puisse prendre conscience de la difficulté qu'impose cette transition de notre système éducatif. Parce que cette transition ne sera pas sans conséquences.
Cela impliquera d'énormes changements déjà sur le plan social, sur le plan économique, des effets sur les enseignants. Ça, on l'a déjà ressenti dans la première vague de la crise. Et ça n'a pas changé avec cette deuxième vague. Certains ont pu améliorer leur manière de dispenser les cours à distance, mais il y a encore un gros travail à faire. Mais également sur les enfants, sur les jeunes, il y a certains jeunes qui ont trouvé vraiment cette période tellement stressante qu'ils n'ont pas pu se retrouver avec le système proposé. Mais il faut savoir aussi que les parents ont besoin d'être formés à comment ils pourront accompagner ces enfants avec ces nouveaux outils. Et les femmes surtout sont beaucoup touchées par cette transition, qu'on ne le veuille ou pas, c'est une réalité. Et il faut donc savoir, et comme Sylvie l'a dit, ce changement va s'opérer et c'est une contribution générale. C'est tout le monde qui a son mot à dire, qui va pouvoir contribuer à ce qu'elle se fasse en fait efficacement. Mais elle est complexe parce que il faudrait vraiment essayer de changer un système qui existe depuis un certain temps et changer les manières, changer la manière également de voir l'accompagnement de l'étudiant. Par exemple, chez Bismarck Edu, il y a différents types de formats. Aujourd'hui, on a connu l'explosion du MOOC, mais il n'y a pas que le MOOC, il y a le côté interactif, il y a le Serious Games, il y a la version quiz, hein, qui peut aussi être utilisée, mais il y a ce côté d'interactivité qu'on a en plus parce qu'on a développé un outil, un cahier numérique qui permet à un étudiant de rédiger les mathématiques en groupe, par exemple, d'étudiants dans une salle de classe virtuelle, comme si c'était dans une salle de permanence. Et ça, c'est super important parce que vous recréez le lien, ce lien qui a ce plaisir parfois qu'on a à travailler avec un autre quand on est en présentiel. Ce lien, on le recrée dans une classe virtuelle. Et c'est parce que l'étudiant, il ne se sent pas tout seul, abandonné devant un ordinateur. Le professeur ne se sent pas comme obligé de parler sans interaction, je peux dire humaine, même si on est en distanciel. Et ça, c'est important qu'on puisse comprendre que ces éléments contribuent à un bon déroulement d'un cours à distance. Et derrière aussi, je peux dire qu'on ne peut pas laisser aussi le côté où l'intelligence artificielle a un grand rôle à jouer dans l'apprentissage de l'étudiant. Aujourd'hui, vous allez voir, vous avez des cas un peu qui sont délaissés par notre système éducatif, à savoir les étudiants au potentiel intellectuel, les Asperger ou bien encore d'autres étudiants qui ont des troubles d'attention. Le système actuel, très monotone, très universel, ne tient pas en compte ces étudiants. On ne les porte pas, on ne trouve pas des méthodes d'accompagnement. Et ça, le numérique est capable de le faire. Parce que en couplant l'IA avec des méthodes d'adaptive learning, c'est-à-dire en formant des algorithmes d'apprentissage personnalisés, ces étudiants pourront se retrouver dans le format qui les correspond. Tout étudiant n'est pas amené à comprendre une méthode telle qu'elle a été enseignée par le professeur. Peut-être c'est cette méthode qui convient à 10 ou 15 étudiants sur 35, mais vous avez 20 étudiants qui sont en déphasage complète avec la méthode employée par le professeur. Il faudrait derrière qu'eux puissent retrouver des outils ou bien des méthodes qui pourront leur permettre, eux, d'évoluer et de ne pas se considérer un peu comme les ratés. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes sont considérés comme des ratés parce que les notes scolaires ne suivent pas. Et ça, quand on parle de transition pédagogique, on doit tenir compte de tous ces aspects. Il ne suffit pas seulement de parler d'une migration au digital comme si elle se faisait d'un claquement de doigts, mais il faut savoir que cette transition doit empêcher l'augmentation du taux de décrochage scolaire, doit permettre à chaque jeune de se retrouver dans notre système éducatif, mais aussi doit favoriser un apprentissage basé sur des compétences et non sur, sur du général comme on l'a vécu pendant ces dernières années. Donc voilà à peu près moi ce que je pouvais dire. Je ne sais pas, en fonction de vos questions, je pourrais rebondir. Merci beaucoup, Daniela. C'était en effet très important de dire, vous savez, finalement, c'est aussi, on a massifié l'éducation
on a décidé, il y avait une utopie derrière en disant si les gens sont mieux éduqués, mieux instruits, sans doute qu'ils s'intégreront mieux, sans doute qu'ils partageront j'aime pas tellement le terme de vivre ensemble, un vivre en commun, je préfère. Voilà. Et, bon, ce qui est pas si évident que ça, et en fin de compte, on voit bien, hein, on parlait de fake news au tout début, on parlait de complotisme. L'éducation n'a pas suffi à combattre un certain nombre de ce qui est racisme, ce qui est antisémitisme, ce qui est complotisme, mais en même temps, on n'a pas trouvé de meilleure solution que d'éduquer. Et ensuite, comme vous le disiez, le problème, c'est que tout le monde ne fonctionne pas avec la même éducation. Et puis, tout le monde n'a pas non plus les mêmes appétences, les mêmes compétences, les mêmes capacités, et c'est comment on s'adapte à tout cela pour faire avancer les gens. J'avais juste comme ça, juste pour qu'on se rende compte, que pour l'ensemble des personnes présentes se rendent compte, combien de jeunes vous accompagnez. Et puis aussi une question toute bête, c'est, vous avez dit, il y a aussi la question des inégalités. Vous avez parlé des inégalités territoriales qui sont extrêmement fortes, parce que finalement, parfois, des parents s'interdisent, et les enfants aussi, du coup, telle ou telle ambition, parce que simplement, il n'y a pas la possibilité dans leur zone géographique où ils vivent, quoi. Et juste, ça représente combien en termes de coûts pour les familles, pour les personnes, de suivre votre formation? Notre formation, effectivement, a un coût. Ça, comme toute formation de qualité, parce que nous, on n'est pas là pour dire qu'on doit bannir l'élitisme. Non, on a besoin des élites pour diriger une société. On a besoin des personnes formées à une bonne école pour que notre société puisse être, voilà, dirigée par des personnes compétentes. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que cette société n'est pas dirigée ne représente pas cette diversité qu'est la France. Et bien que notre formation ait un coût, on ne se limite pas à cela. On ouvre la porte à des étudiants boursiers. Parce qu'encore, c'est un système très anglo-saxon où on offre des bourses à des étudiants pour suivre des parcours chez Bismarck Edu. Ces bourses sont offertes via nos partenaires qui sont des fondations, des associations. Mais aujourd'hui, on est en train d'amener même les collectivités à pouvoir créer des fonds, des financements pour des jeunes issus de quartier. Et donc, c'est en travaillant avec des associations, des fondations, qu'on réussit chez Bismarck à avoir tout type d'étudiants, ceux qui ont les moyens de payer notre formation et ceux qui n'en ont pas. D'accord. Merci de cette réponse, parce qu'encore une fois, vous avez raison, les gens des quartiers, les gens parfois de la province, tout simplement, hein, encore une fois, qui sont éloignés, on leur interdit et s'interdisent d'une certaine manière tout simplement, un peu de la créativité, de l'imaginaire, de prendre leur chance, quoi. Et toute la question, c'est comment on aide les gens à prendre leur chance, mais qu'ils la prennent eux-mêmes, parce que tout ça ne se fait, vous l'avez bien dit, se fait aussi tout simplement en bossant, en travaillant. Tout ça ne tombe pas comme ça. Alors, Monsieur ? Oui. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que c'est possible ou il faut que je la mette dans le chat ou on peut la poser à l'oral? Allez-y, c'est plus simple dans le chat, mais allez-y. En fait, par rapport à l'hybride, pour en avoir discuté avec nombre de mes camarades, on a peur en fait de décrocher, même en hybride, parce que en fait, vous voyez, quand on est à la maison, là derrière un écran, le professeur ne voit pas ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc finalement, même avec toute l'interactivité du monde, et je salue les arguments apportés par les intervenants de ce webinaire, je suis pas sûr que ce soit vraiment une solution viable. Vous voyez ce que je veux dire? Sur du long terme, parce que eux, de ce que j'ai compris, c'était dans une perspective d'un temps long. Mais parce que il y a un déficit de la concentration en fait. Et je pense que tout le monde a pu l'observer. Donc je voulais savoir finalement quelle était vraiment la solution idéale, quoi. Merci beaucoup pour cette question. Ouais, alors, je veux bien. Allez-y. Sans doute qu'il n'y a pas une solution. Non, il n'y a pas de solution. Voilà. Il n'existe pas de solution idéale. Et justement, quand vous dites la concentration, mais de toute façon, on se rendait bien compte bien avant que le Covid accélère les choses, on se rendrait bien compte que de toute façon, dans un amphithéâtre, dans une salle de cours, même en présentiel, il y a un décrochage de l'attention très, très rapidement. Donc, je dirais que ce n'est pas spécifique au digital. Mais quand il y a en fait une hybridation, différentes solutions, ça a bien été dit tout à l'heure,
eh bien, il y a une adaptation possible, un choix possible de la meilleure pédagogie pour chacun des étudiants. En d'autres termes, vous pouvez suivre une partie du cours et finalement le repasser régulièrement à votre rythme. Tout ce qui est digital, en fait, vous pouvez, ce sont des séquences, en tout cas si je regarde comme c'est organisé chez nous, ce sont des séquences en général de 5 minutes. Donc, avec à chaque fois des quiz derrière. Et donc, vous pouvez revenir dessus, et même si c'est un cours de 20 heures, eh bien, en fait, vous pouvez le suivre à votre rythme. Mais ce qui est important, bien entendu, c'est de ne pas vous laisser tout seul, de pouvoir avoir ce qu'on peut appeler un coach, on appelle ça un promo manager, qui va s'occuper d'une vingtaine d'étudiants pour pouvoir s'assurer même à distance qu'il n'y a pas de décrochage, qu'on peut continuer à faire du travail collectif. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut aller ensuite en présentiel pour appliquer ce qui a été appris. C'est vraiment la pédagogie inversée, et je crois vraiment en vertu de la pédagogie inversée qu'en France, nous n'avons pas l'habitude de pratiquer et qui implique qu'il y ait un travail qui ait été fait à la maison avant sur le cours et qu'on le mette en application, qu'on discute tous ensemble et en fait à ce moment-là, eh bien vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il y a peut-être certaines notions du cours initial que vous n'avez pas comprises. Donc vous pouvez revenir sur ce cours après avoir eu tous ces échanges en présentiel sur sa mise en application. Donc je crois vraiment que c'est l'hybridation qui est la solution et que, en fait, vous pouvez à ce moment-là avoir une pédagogie à votre rythme. Merci. Daniela, peut-être un mot aussi. Alors, ce que je peux dire pour répondre à cette question, c'est que effectivement, si on est en face d'un étudiant où aujourd'hui, quand on voit les cours qui sont faits, il n'y a pas de webcam. Généralement, la seule webcam qui est allumée, c'est pour le prof. Chez Bismarck, ce n'est pas le cas. Nous, on se voit. On voit l'étudiant quand on donne cours. Par exemple, dans un cours, nous, on a l'habitude d'envoyer des étudiants au tableau. Moi, quand je donne cours sur la plateforme, je dis aux étudiants, à 12 étudiants, allez me corriger tel exercice. Donc, ça permet de savoir si l'étudiant est attentif ou pas. Parce que déjà, on voit l'étudiant comme si on le voyait dans une vraie salle de classe, même dans des salles de classe en présentiel. Il y a des étudiants qui ne sont pas attentifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut trouver des moyens de maintenir l'interactivité, de captiver l'étudiant. Il faut savoir qu'en fonction du type de cours qu'on dispense, on peut avoir un petit décrochage après 15 ou 30 minutes. Il faut que le professeur soit conscient qu'il faudrait qu'il coupe. Et c'est toute une pédagogie qu'il faudra inventer. Et chaque professeur connaît sa salle de classe. On ne va pas imposer à un professeur, il faut se comporter comme ci, comme ça. Parce que le professeur qui est en face de ses élèves, c'est à quel moment il y a très peu qui sont attentifs, même à distance. Si on a des cours qui sont plus interactifs, et par exemple d'un professeur qui m'a partagé ses méthodes qu'il fait avec ses élèves, avec cette méthode de classe inversée, où les étudiants ont la possibilité, je pense même qu'il est là, Philippe, ils ont la possibilité de suivre ces cours avant, de pouvoir suivre les cours, et quand ils se rencontrent, les étudiants ont exposé ce cours-là, qu'ils ont pris le temps de suivre en MOOC et de travailler les TD. À ce moment, je ne vois pas comment un étudiant sera complètement discret ou dépaysé ou déphasé par rapport à ce qui se fait, parce qu'il ne vient pas suivre un professeur qui va parler pendant 1 heure ou 1h30 ou voire 2 heures. Il vient faire, je peux dire, c'est un cours collaboratif, c'est un cours d'interaction. Et à ce moment, on peut dire qu'on peut trouver comment captiver les étudiants, que ça soit en présentiel ou en distanciel. Merci beaucoup. Ce qui reste aussi de tout ça, c'est que, je vais dire un gros mot, ça fait vieux con, mais qu'il faut bosser. C'est-à-dire qu'on soit en cours magistral et quelqu'un disait, vous savez, parfois dans les cours magistrales, on voit bien aussi que les gens attendent, sont complètement passifs. Ça ne marche pas toujours comme ça et que finalement la classe inversée ne fonctionne que si on arrive à ce que la personne qui vient là pour apprendre fait le boulot, quoi.
et qu'on l'accompagne évidemment. Et que, donc derrière tout ça, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de système qui fait que peut-être que les technologies vont nous gaver dans le cerveau et que du coup on n'aura pas besoin de travailler. Non, la réalité c'est qu'il faut travailler pour avancer, pour progresser. Il faut que l'enseignant travaille, mais il faut aussi évidemment que l'étudiant travaille. Finalement, il y a souvent un petit peu cet espoir, comme souvent avec les nouvelles technologies, que ça facilite tout et que ce soit évident. Et non, c'est pas évident. Et tout le monde, en effet, comme disait la personne qui est intervenue, tout le monde n'est pas adapté, tout le monde n'est pas fait pour cela. Et donc, c'est comment on trouve cet équilibre, mais qui est finalement le vrai enjeu de tout processus éducatif, c'est comment on accompagne la personne et comment on fait avec elle. C'est le faire d'ailleurs avec. Moi, je suis un sociologue de base et on dit toujours, on ne fait pas pour les gens, on n'invente pas une politique publique ou autre pour les personnes, on la fait avec. Sinon, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas tant sur le plan de l'éducation, par exemple, mais ça ne marche pas sur d'autres éléments. Toute notre journée, elle est d'ailleurs là-dessus. C'est comment on implique les personnes. Je trouve ça intéressant d'ailleurs qu'il y ait autant de débats autour de cela. Madeleine disait sur le chat, doit se sentir responsable apprenant, doit se sentir responsable de son apprentissage. Et elle disait, je cherche encore. Ce qui est joli, parce que Albert Camus disait, s'il y avait un parti du doute, j'y adhérerais. Il faut aussi, à mon sens, douter, se poser des questions, avancer comme ça. C'est un processus aussi. Et on cherche tous. Et personne n'a trouvé la solution miracle. Et en plus, ce qui fonctionne avec un étudiant ne fonctionne pas du tout avec un autre. Parce que les êtres humains ne sont pas tous pareils. Et puis il y a aussi des gens qui ont envie et des gens qui ont moins envie. Et parfois, on est face à un casse-tête parce que la personne n'a pas envie. Mais c'est vrai que ce lien, c'est comment on continue à perpétuer ce lien. Et souvent, en effet, il ne s'agit pas juste de dupliquer ce qui se fait en présence. Maintenant, on dit en présentiel et en distanciel, c'est quand même assez laid. Mais voilà. Mais ce qu'on fait avec la personne, face à elle, et ce qu'on fait à distance, si on recopie juste, si on duplique, parfois ça ne marche pas. Il y a besoin évidemment d'adapter. Et finalement, c'est aussi les outils qui doivent être au service et non pas nous, qu'on soit l'apprenant, qu'on soit l'enseignant, qui devons être au service de l'outil. Et trop souvent, finalement, c'est l'outil qui sert d'idéologie. Or, ils sont là avec nous, les outils. Certains marchent, certains ne marchent pas, mais ce n'est pas à nous d'être les esclaves des outils. Ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'important. On est dans une civilisation qui fait l'outil l'alpha et oméga, quoi. J'ai inventé une solution. Non, c'est comment, vous l'avez très bien montré Daniela, très bien montré Sylvie, c'est on a des outils à notre disposition, comment on les utilise pour justement renforcer ce processus éducatif. Et puis, je voyais justement, elle reprend Sylvie Verret, est-ce qu'un élève actif n'est-il pas plus concentré que la passivité d'un cours magistral? On l'a tous eu comme enseignant parfois, vous savez, ou le pire, c'est qu'en un seul coup, vous avez devant vous 100, 200, 400 étudiants qui sortent leur ordinateur. Et finalement, pas trop s'ils prennent des notes ou s'ils savent faire totalement autre chose. Alors on m'explique que oui, mais les jeunes savent faire plusieurs choses à la fois. Ok. Alors les jeunes filles en particulier, parce qu'on sait que les femmes, voilà, tout ça, restons très, très prudents avec tout ça. Et parfois, c'est comment on implique les personnes. Et tout le boulot que vous avez montré, Sylvie et Daniela, il est autour de ça. Et finalement, c'est un de nos enjeux. Et peut-être, je dirais, une ambition, une utopie et peut-être une nouvelle frontière, pour reprendre une belle formule de Kennedy, c'est autour de ça, quoi. Comment on emmène avec nous des personnes, sachant qu'on a voulu démocratiser l'éducation et qu'encore une fois, tout ça a des grandes limites, parce que démocratiser veut dire massifier. Or, même je vois tous, ce que vous avez expliqué toutes les deux, c'est que cette massification, elle ne marche pas, parce qu'il faut arriver à personnaliser. Et la personnalisation massive, c'est un drôle de concept, quoi. On pourra en faire là aussi. Alors, je tiens à dire d'ailleurs qu'il y a plein de remarques. Et Sylvie, je te préviens tout de suite, il y a au moins 10 projets de nouveaux colloques derrière. Par exemple, il y a Chega qui a dit, mais vous ne parlez pas du tout des pays émergents. Je dis oui, c'est vrai, là, on fera un colloque uniquement là-dessus. Voilà, il y a l'Europe. Voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'évidemment, on ne peut pas aborder tout. Là, on a essayé quand même d'en aborder un paquet quand même. Mais évidemment, on ne peut pas tout aborder et chacun trouvera toujours qu'on n'aborde pas assez son propre sujet. Mais ça, c'est la vie normale. Vous voyez, par exemple, je me suis interdit de faire un topo, une table ronde sur la question du chocolat, qui est pour autant majeur dans ma vie personnelle. Voilà, par exemple, voilà, vous voyez, on ne l'a pas fait, mais on en fera peut-être sur un autre, et ainsi de suite. Il y a plein de sujets comme ça qu'on n'a pas abordés. Ça me permet de faire passer des messages à Sylvie en disant oui, il y a encore tel ou tel colloque à monter, et ainsi de suite. J'en profite. Je voudrais juste ajouter, Serge, que nous aurions pu aussi, mais je ne pourrais pas tout aborder, aussi parler justement de l'importance de cette transformation pédagogique pour des pays comme l'Afrique, enfin pour les pays africains,
puisque en fait, l'Afrique, on le sait, a fait un bond au niveau digital, hein, et donc il y a une grande possibilité du digital en Afrique, et il y a aussi un grand besoin de formation. Et je pense que là, il y a tout aussi. On aurait pu aborder ce sujet, surtout Oui. que nous avons il y a une implantation à Abidjan, donc ça aurait été intéressant de faire intervenir, et nous le ferons, je pense, les fois suivantes, eh bien des collègues africains sur ces questions-là. Donc voilà, donc je pense que toutes les questions que nous abordons aujourd'hui, ça serait aussi intéressant de la voir sous un autre angle, puisque bon, l'Asie, c'est important, on est d'accord, mais je pense que l'Afrique, nous avons suffisamment de liens avec les pays africains pour pouvoir, y compris au niveau pédagogique, moi, ça me passionnerait de pouvoir faire intervenir nos collègues là-dessus. Voilà. Alors, Effectivement, Sylvie, si je me permettais, l'Afrique aujourd'hui est en train de suivre un très bon dans le secteur digital. Par contre, il y a une erreur qu'on commet généralement quand on parle de l'Afrique, c'est de croire qu'on va calquer directement le système européen au système africain. Par exemple, si c'est qu'on vient avec des classes virtuelles comme on le fait ici, ça ne marchera pas en Afrique. Parce que les Africains n'ont pas des ordinateurs portables et des connexions et des 4G un peu partout. Ils ont le mobile. Donc, avant de réfléchir même digitalisation d'un parcours pédagogique en Afrique, avant de réfléchir comment innover dans cette transition pédagogique en Afrique, il faut déjà penser contexte africain. Tout le monde a un téléphone, une très courte bande passante qui est très limitée. Et donc, du coup, on ne peut pas directement calquer nos méthodes européennes. C'est pour ça que j'ai demandé avec nos collègues africains. C'est ça l'intérêt. Ça serait vraiment on va le faire. Et Sylvie, on va le faire. On ira à Abidjan cette fois-ci. Oui, si on peut voyager un jour. Je sais que Fiametta est prêt à nous rejoindre. Et juste avec plaisir. Une notion de contrat. Et je crois que vraiment, c'est ça ce qui restera de cet événement. Alors, on peut vous applaudir, on peut vous remercier. On est toujours dans les temps. C'est exceptionnel, Sylvie. Pour l'instant, je tiens. Voilà.